Merci beaucoup. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et merci beaucoup pour l'intérêt. C'est très beau de voir une salle toute pleine. Alors, la partie de ma contribution va être dédiée à une question que nous sommes en train de nous poser pour créer une exposition temporaire grande au Landesmuseum, donc au Musée national de Zurich. Et la question qu'il faut se poser, les Suisses, des colons comme les autres, ou qu'est-ce que ça signifie de faire une exposition sur le colonialisme dans un pays sans colonie. Et surtout, pour nous, voilà, quels sont les enjeux quand il s'agit d'aborder ces thèmes dans un pays qui n'a jamais eu de colonie et qui a aussi une image de soi très positive pour ce qui concerne le colonialisme, donc une image de nous sommes neutres et nous n'avons pas fait partie de cette histoire. Et l'exposition temporaire que nous la prévoyons pour 2024-2025 et qui sera vraiment dédiée à l'implication des Suisses dans la colonisation. Et je souhaiterais aujourd'hui aussi vous parler des questions que nous devons et voulons nous poser dès le début de notre réflexion sur le concept de cette exposition. Donc pas seulement les contenus, mais vraiment qu'est-ce que ça signifie de faire une exposition comme ça. Et l'exposition temporaire, comme j'ai dit, va être au Landesmuseum de Zurich. Pour rappel, le Landesmuseum est un des 3 musées faisant partie du Musée national suisse. Donc on a à côté du Landesmuseum à Zurich, on a le château de Prangin, puis on a le Forum de l'histoire suisse à Schwyz et on a le centre des collections à Foltern am Albis. Le Musée national suisse est un établissement de droit public. Il reçoit son mandat par le gouvernement suisse et il a par loi les tâches suivantes: présenter l'histoire de la Suisse, étudier l'identité de la Suisse, ainsi que conseiller et soutenir les autres musées et collections en Suisse. Aux yeux du public, nous sommes en quelque sorte les gardiens de l'histoire suisse. Et donc l'enjeu est de taille lorsque nous abordons des sujets qui portent, entre autres, un regard critique sur les actions de la Suisse dans le passé. Cela donnera sûrement lieu à des débats, et d'autant plus que ces thèmes sont très actuels et qu'ils sont abordés non seulement dans les milieux académiques en Suisse aujourd'hui, mais aussi parmi les activistes politiques, par exemple. Mais commençons par évoquer brièvement les faits historiques. Voilà. Donc, étant donné que la Suisse, comme État, n'a pas eu de colonie, quand on parle de participation de la Suisse au colonialisme, on parle en réalité d'individus, de soldats mercenaires, d'entrepreneurs, d'émigrants, ou d'explorateurs qui ont contribué à leur échelle à la colonisation de l'Amérique, de l'Asie ou de l'Afrique. Jusqu'à récemment, la participation de la Suisse au colonialisme n'était pas un sujet de premier ordre, même pour la recherche historiographique. La Suisse elle-même s'estimait n'être pas concernée par l'histoire coloniale et l'idée de non-participation au colonialisme a aussi contribué à cette perception de soi liée à un rôle modèle et exceptionnel d'une Suisse non coloniale par rapport aux autres États, eux coupables d'être des colonisateurs. Ainsi, dans la mémoire collective des Suissesses et des Suisses, ce thème a été longtemps totalement absent et donc on pourrait parler d'une amnésie coloniale collective. Mais depuis une bonne quinzaine d'années, des historiennes et des historiens ont mis à jour l'implication de la Suisse dans la traite des esclaves, ainsi que dans divers aspects économiques et militaires de la colonisation. En voici quelques exemples.
La forte émigration des Suisses, qui a duré jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a contribué à la dispersion dans le monde entier de nombreux citoyens helvétiques. Certains ont constitué des véritables colonies sur d'autres continents. Vous voyez ici New Helvetia en Californie, Nova Friburgo au Brésil, et puis on a New Glarus au Wisconsin. Et en quelque sorte, ils ont formé des îlots suisses dans des pays colonisés par les grandes puissances. Et dans ces colonies, les communautés suisses ont contribué eux aussi à diffuser le christianisme, par exemple, et un mode de vie que l'on considérait comme civilisé. Riche d'une longue tradition de mercenariat, quelques 2000 Suisses se sont engagés au XVIIIe et au XIXe siècle au service des 7 provinces unies des Pays-Bas ou de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Et beaucoup d'entre eux ont servi, par exemple, en Indonésie. Dès le début de la conquête française en Afrique du Nord, des Suisses ont mis sur pied des projets de colonisation et d'évangélisation. Et pensons pour le cas de la Suisse à l'influence qu'ont eu en Afrique ou en Asie, par exemple, des institutions telles que la Basler Mission. Donc le travail missionnaire visant notamment à répandre l'idée d'une religion supérieure et d'un Occident meilleur est considéré, selon certains historiens et historiennes, comme une forme de complicité des organismes suisses avec le colonialisme. Des ressortissants helvétiques ont participé dans le dernier quart du XVIIIe siècle, nous l'avons entendu, à la traite négrière et presque à toutes les étapes de ce processus, entraînant la déportation de dizaines de milliers d'Africains vers les Amériques. Et le nom de certains navires actifs dans le commerce triangulaire est à cet égard explicite. Ces navires s'appelaient la ville de Lausanne, le pays de Vaud, l'Helvétie, etc. Et ici, j'ai une image, pas de ces 3 navires, mais c'est une image qui nous montre l'Ida Ziegler, qui était un navire de marchands originaire de Winterthur. Nous avons aussi déjà entendu ce matin que plusieurs entreprises suisses ont fourni une grande partie de la principale monnaie d'échange utilisée en Afrique pour acheter les esclaves, à savoir les indiennes, ce tissu de coton imprimé. Certains Suisses ont eux-mêmes été propriétaires d'esclaves. Et nous trouvons aussi des Suisses actifs dans la culture et de produits coloniaux, dans leur exportation vers l'Europe ou encore dans l'importation de biens manufacturés européens vers les colonies. Un exemple provenant de notre collection au Musée national suisse sont des photographies de Karl Krusi, originaire d'Appenzell, qui a fait fortune à Sumatra, en Indonésie, grâce aux plantations et au commerce du tabac. Ici, on voit des images d'ouvriers dans la grange de fermentation à Sumatra. À droite, vous voyez la maison de l'entrepreneur suisse Karl Krusi. Et là, j'ai une photo où on voit voilà, parmi les membres de ce groupe se trouve aussi Karl Krusi et son fils et sa première femme. En Suisse, comme dans le reste de l'Europe, les images coloniales étaient largement diffusées. La publicité, le graphisme, l'art, ainsi que le livre d'école, et même l'exposition d'Africains représentant ce qu'on appelait alors les sauvages, dans les zoos ou dans les expositions nationales, ont contribué à répandre l'idée d'une culture européenne supérieure à celle des autres continents. Ici, vous voyez à gauche une affiche de la Société anonyme des fabriques de chocolat et confiserie Klaus, qui avait un des sièges à Le Locle. À droite, une publicité pour le chocolat Tobler. Et ici, vous voyez une photo et une affiche de l'exposition nationale de 1896 à Genève, avec voilà, une carte postale du village nègre où était effectivement exposé ce qu'à cette époque-là on appelait les sauvages. Et là, on parle de 1896, mais dans les zoos de Bâle
Et de Zurich, on a encore en 1906-1912 voilà, des Africains exposés dans les zoos. Enfin, une chose aussi également essentielle liée à la colonisation et au pouvoir découlant du colonialisme. Selon l'analyse d'historiens et d'historiennes de l'EPFZ de Zurich, le phénomène colonial a pour la Suisse fortement contribué à promouvoir, par exemple aussi, l'identité d'État neutre. Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé en réalité dans les dernières années. Quand on parle de la neutralité suisse, on pense peut-être à la bataille de Marignan, 1515. C'est là que voilà, certaines voient le début de la neutralité suisse. On parle bien sûr après du congrès de Vienne en 1815, etc. Mais voilà, ces nouvelles analyses des historiennes et historiens nous disent qu'en réalité, il faut regarder tous ces concepts liés à la Suisse comme la neutralité aussi d'une perspective coloniale et se demander comment est-ce que tout ce discours sur le colonialisme a aussi contribué à renforcer des concepts comme la neutralité en Suisse. Donc ça devrait être aussi un enjeu ou un thème à mentionner dans notre exposition. Et puis, alors, attendez. Voilà. Donc, cette idée d'une nation modèle qui n'a pas eu de colonie, qui a une tradition humanitaire, ça, c'est avec ce discours-là, on va devoir travailler et c'est un petit peu ce que la société suisse, ou beaucoup de citoyens et citoyennes encore pensent. Et c'est une pensée qui a été quand même soulignée longtemps, ou pendant longtemps aussi par le Conseil fédéral et par le gouvernement. En septembre 2001, Jean-Daniel Vigny, qui était le représentant suisse des droits humains auprès des Nations Unies, a pu relever au sujet du débat qui se tenait à la conférence de l'ONU à Durban, qu'on a mentionné avant, autour des demandes d'indemnisation adressées par l'Afrique à l'Europe, que la Suisse n'avait pas été impliquée dans l'esclavage et la traite des esclaves et le colonialisme. Donc ça, c'était 2001. Et en 2003, le Conseil fédéral regrette que des citoyens suisses aient pu être impliqués dans le commerce des esclaves, mais rappelle que la Suisse n'a pas été une puissance coloniale et n'a pas été donc impliquée dans ce commerce. Donc voilà, ça c'est des moments politiques aussi importants qui ont quand même eu une influence sur ce qu'on pense du colonialisme et de la Suisse. Et maintenant, il y a des changements, il y a des publications, il y a un activisme en Suisse, mais voilà, pendant longtemps, il y a eu vraiment cette amnésie. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a suffisamment de contenu pour une exposition, mais comment aborder ce thème dans un musée? Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui 4 défis. Il y en a beaucoup plus, mais je vais me concentrer sur 4. Le premier défi, c'est, et là je dois continuer, oui, c'est garantir une multiplicité de perspectives. Donc nous voulons raconter une histoire de la Suisse, mais il est clair que nous ne pouvons pas le faire seulement en partant d'une perspective suisse. Il faudra donner de la place dans l'exposition au point de vue des autres personnes, entreprises et pays impliqués, comme les compagnies hollandaises, les ouvriers dans les plantations indonésiennes ou les communautés converties au christianisme. Le défi sera de ne pas donner à entendre seulement la voix des chercheurs suisses ou européens, mais d'instaurer aussi un dialogue direct avec les chercheuses et les chercheurs des autres continents qui travaillent avec des sources trouvées dans les archives ou dans les musées d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. Ici se pose alors la question de l'accessibilité dans les autres continents, aux objets et aux documents qui racontent aussi une histoire suisse. Il y aura des barrières de langue, il y aura des barrières d'accessibilité et on se posera aussi la question de la présentation de ces documents et de ces objets dans nos espaces d'exposition. Est-ce que nous travaillerons avec des copies? D'un point de vue de la durabilité, par exemple, nous allons essayer de réduire au maximum, voire d'éviter complètement des transports
continentaux d'œuvres et de documents, mais comment donner suffisamment d'importance aux autres perspectives si les objets que nous montrons sont pour la plupart des objets européens ou emportés en Europe par des Européens. Il est essentiel donc d'instaurer de nouvelles collaborations avec des universités et des musées d'autres continents. Et dans ce cadre, on pourra peut-être aussi poursuivre la collaboration avec le musée Théodore Monod à Dakar, cette collaboration que Hélène avait instaurée pour l'exposition sur les Indiennes ici et qui avait été très enrichissante et qui avait permis d'introduire dans l'exposition une perspective supplémentaire. Le deuxième défi que j'aimerais mentionner, c'est la question du commissariat de l'exposition. Donc, dans les débats sur la manière de traiter l'histoire coloniale, la question du pouvoir est centrale. Donc, qui décide du contenu qui est présenté dans l'exposition et qui décide de la manière dont ces contenus sont présentés. Et travailler avec des collègues qui apportent une perspective différente pourrait ne pas suffire si à la fin sont je dis en guillemets, les Européens blancs qui décident de ce qui sera exposé. Et pour parvenir à montrer une perspective réellement autre, nous pensons qu'il est nécessaire de créer un co-commissariat, effectivement comme l'a fait le Rijksmuseum, avec une ou un collègue dont le point de vue différent pourra aussi être efficacement pris en compte par toute l'équipe de travail. Et le défi pour nous sera de trouver la bonne personne ou les bonnes personnes pour cette tâche. Il y a aussi une autre question liée au concept de l'exposition et qui reste encore ouverte. Avec quels partenaires devons-nous débattre ces questions? De quel type de comité aurons-nous besoin? Nous avons entendu le Rijksmuseum avait un think tank. Voilà la question que nous nous posons, est-ce qu'un conseil consultatif scientifique est-il suffisant? Avons-nous besoin aussi d'un groupe de réflexion plus mixte avec des personnes provenant d'autres milieux comme le milieu artistique, le milieu politique, activiste ou les milieux communautaires? Ça, c'est toutes des questions importantes que nous devons nous poser. Le troisième défi que j'aimerais présenter, c'est les divergences aussi présentes entre les différents courants académiques. Comme d'autres sujets explosifs, l'histoire du colonialisme polarise le monde académique aussi. Donc des courants différents donnent plus ou moins d'importance à certains aspects du colonialisme, ce qui rend notre travail de conception muséal plus complexe, étant donné qu'il ne s'agira pas seulement de résumer des résultats de la recherche académique, mais aussi de traduire des contenus dans des espaces afin qu'ils racontent des histoires compréhensibles à un public très large. Il faudra donc aussi et surtout décider quel poids nous voulons donner à telle ou telle analyse. Il sera nécessaire, voire indispensable, d'offrir à notre public différentes pistes d'interprétation. Ça sera un beau défi, puisque, comme je dis toujours, dans une exposition, on ne peut pas écrire des phrases secondaires. Donc, il faut travailler avec des concepts clairs et rapidement compréhensibles pour les visiteurs. Le dernier défi que j'aimerais mentionner, on l'a déjà entendu, c'est le défi de la terminologie. Comment parler de l'époque coloniale, comment mentionner l'autre? Est-ce qu'on peut parler d'esclaves ou est-ce qu'il faudrait plutôt parler de personnes réduites en esclavage, enslaved people, voire de personnes asservies? En outre, il y a plusieurs objets dans nos collections, comme le mentionnait Heidi Amrein avant, qui portent des noms tels que Maure ou Nègre, faisant référence à des personnes provenant d'Afrique. Et ces qualifications sont historiquement importantes, donc on ne va pas les effacer, parce que ces mots nous relèvent la perception que l'on avait de cette population il y a pas si longtemps. Mais il sera bien sûr nécessaire de recontextualiser ces objets et cette terminologie. Et pour ce faire, il faudra collaborer aussi avec des experts, car il n'est pas simple de déterminer quelle est la solution correcte et quels sont les termes appropriés à utiliser. Donc j'aimerais terminer avec les prochains pas
que, les prochaines étapes prévues. On est tout au début, hein, on n'a pas encore vraiment commencé avec le concept de l'exposition, donc on a simplement décidé de faire une exposition sur la Suisse et le colonialisme. Et en ce moment, nous réfléchissons à la composition d'un conseil consultatif scientifique. Et voilà, on essaye de comprendre qui est-ce qu'il faut avoir dans un conseil comme ça. Puis nous avons établi un premier contact avec l'Université de Lausanne et en particulier avec les chercheurs qui travaillent sur l'histoire du colonialisme afin d'avoir un appui scientifique qui sera constant pendant tout le projet. Et dès l'année prochaine, et la slide que vous voyez à voir avec ça, dès l'année prochaine, nous allons échanger avec notre public dans le cadre de nouvelles visites guidées qui posent un regard sur des œuvres présentées dans nos expositions permanentes. Et ce que vous voyez ici sur la slide, à titre d'exemple, c'est l'automate d'humour fabriqué à Augsbourg en 1646 et qui sert à la fois de porte-crayon, d'horloge et d'automate. Et le Maure bouge ses yeux toutes les secondes et la mâchoire inférieure accompagne la sonnerie à l'heure. Donc ça, c'est comme ça qu'il fonctionnait à l'époque. Il s'agit d'un cadeau des conseillers et des citoyens de la ville de Zurich au bourgmestre de l'époque, Hans Rudolf Rahn. L'androïde documente la façon dont on représentait l'étrange et le différent au XVIIe siècle. Et le fait d'avoir choisi une figure de couleur n'est pas un hasard. Et dans le cadre des nouvelles visites guidées, nous allons plus seulement raconter l'histoire de cet automate et de comment il fonctionne, mais nous allons focaliser aussi sur cet aspect d'humeur. Le travail qui nous attend est un défi passionnant et je me réjouis de relever ce défi avec les collaborateurs et les collaboratrices du Musée national suisse et aussi avec tous les partenaires qui vont nous accompagner dans cette aventure. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de défis. Ça va être un thème compliqué aussi à présenter pour un musée national suisse, mais je trouve aussi un défi important et un devoir que nous avons en tant que musée national suisse d'apporter au public ou de porter au public maintenant des thèmes comme ceci. Je vous remercie pour votre attention et me réjouis de vos questions.